Préparatifs, où aller manger, où aller se promener, tout ce que vous devez savoir pour voyager au Japon. Je vais te le raconter moi-même, Naka de Japan Training Life, je suis guide touristique à Tokyo. Avant de voyager, pour les vols, je ne donnerai pas trop de détails, car il peut toujours y avoir de nouvelles offres. En cherchant sur Google Flights, qui compile à peu près les prix sur tout internet, ou Skyscanner, qu'est-ce que j'en sais? De plus, les prix diffèrent selon le pays. Parfois, tu peux utiliser des VPN pour simuler que tu vis dans un pays moins cher, et parfois tu peux obtenir des prix plus bas, parce que ce sont des pays moins chers. La question, c'est quand voyager. Les meilleures saisons sont entre mars et mai, le printemps, puis entre septembre et novembre, décembre, janvier, février. Il fait assez froid, mais bon, justement, je suis en train d'enregistrer ça maintenant en janvier. C'est en plein hiver, mais il ne neige pas non plus. À Tokyo, il peut neiger une fois tous les 2 ou 3 ans. Il fait froid, mais tu ne meurs pas de froid. Je déconseille fortement de venir en été, de juin à début septembre, car la chaleur peut être insoutenable. L'hiver ici est très humide. Juin, bien que n'étant pas le plein été, est une période pluvieuse et très humide, ce qui est désagréable. Pour l'hébergement, eh bien le moins cher, tu as Hostel World qui sert à chercher des auberges de jeunesse. Ensuite, tu as Airbnb pour chercher des appartements. Si tu viens avec un groupe d'amis, Airbnb, louer un appartement, ça va bien marcher pour toi. Ensuite, les hôtels. Eh bien, moi au moins, je cherche sur Booking. Il y a une chaîne d'hôtels qui est présente dans tout le pays, qui s'appelle AP Hotels. Prends en compte que les hôtels au Japon sont très petits, avec des standards différents. Ta grande valise pourrait poser problème. Vous devrez probablement la poser sur le lit, car il n'y a pas beaucoup d'espace au sol dans le couloir. Pour les auberges de jeunesse, les prix démarrent à 10$, mais il s'agit de chambres partagées avec d'autres voyageurs. Le coût d'Airbnb varie de 30 à 100$ selon la taille. Les hôtels coûtent en moyenne environ 50$ par personne. Ça peut être un peu moins. Pour aller au Japon en tant que touriste, il n'est pas nécessaire d'avoir un visa pour la plupart des pays, mais certains pays en ont besoin. Il suffit de faire une recherche Google avec les mots-clés « pays qui n'ont pas besoin de visa pour voyager au Japon ». Comme par exemple la page Japon et plus, qui est la page de mon ami qui m'aide à faire cette vidéo. Prenez en compte les escales lors de vos voyages, par exemple si vous faites une escale aux États-Unis. Vous aurez sûrement besoin d'un visa de transit pour les États-Unis, et ce sont des visas complexes. Pour entrer dans le pays, vous devez avoir 3 vaccins certifiés non russes. Sinon, ils vous feront passer un test PCR sur place. Mais bon, pour plus d'informations, je laisse dans la description de la vidéo le sujet des vaccins. Pour l'argent, apportez des dollars. Même si vous pouvez obtenir des yens chez vous, inutile d'en apporter. Prenez des dollars. Parce qu'ici, le taux de change est très avantageux. De plus, vous n'aurez pas à chercher longtemps pour trouver le meilleur taux de change. En soi, ça ne change pas grand-chose, sauf si c'est un distributeur automatique de change de dollars. Les meilleurs taux de change se trouvent à l'aéroport, malgré le mauvais taux de certains bureaux de change. Quand tu viens juste de sortir de l'immigration, à droite ou à gauche, tu as un bureau de change qui est ouvert à partir de 7h du matin. Les cartes de crédit sont acceptées dans de nombreux endroits au Japon, mais l'argent liquide est principalement utilisé. De nombreuses espèces sont présentes et de nombreux endroits n'acceptent que les espèces, alors apportez de l'argent liquide. Sinon, vous pouvez aussi retirer de l'argent au distributeur automatique qui se trouve dans les supérettes. 7-Eleven, Lawson et tous ces magasins-là. Vous pouvez également retirer de l'argent ici. Par précaution, assurez-vous que votre carte de débit est activée pour les retraits à l'étranger. À votre arrivée à l'aéroport, vous bénéficierez du Wi-Fi gratuit mis à disposition. Mais ne pensez pas qu'il y a Internet partout dans le pays. Il vaut mieux venir préparer. Vous pouvez louer un pocket Wi-Fi sur Internet, le réserver et le récupérer à l'aéroport. Ce sont des appareils comme ceux-ci. Honnêtement, je recommande plutôt d'acheter des cartes SIM. Assurez-vous juste que votre téléphone soit débloqué. Pourquoi ? Car en portant cet appareil, vous en dépendez et il fonctionne sur batterie. Comme c'est un appareil loué, parfois la batterie n'est pas en bon état et il faut la recharger souvent. Il faut donc avoir un chargeur portable et le pocket Wi-Fi et recharger ces appareils en plus de votre téléphone. La carte SIM est ce qu'il y a de plus pratique. Et on se dit « Ah, mais pour les groupes de personnes, c'est plus pratique ça ». Oui, mais que se passe-t-il ? Si à un moment donné vous vous séparez, que vous n'êtes plus ensemble, une des parties va se retrouver sans Internet. Donc, s'il y a 2 personnes, il vaut mieux avoir 2 cartes SIM qu'un pocket Wi-Fi. À moins que vous en ayez besoin professionnellement pour le connecter à un ordinateur portable, cela peut se justifier. Mais votre logement aura sûrement le Wi-Fi.
Et pour ton chargeur de portable, souviens-toi que bon, le courant au Japon est de 110 volts. Mais l'important, ce sont les broches. L'adaptateur de broche pour l'USB, toutes les prises électriques ont des broches droites et parallèles. Un autre point très important est le Japan Rail Pass. Japan Railways est la plus grande compagnie ferroviaire de tout le Japon, qui inclut le train à grande vitesse pour les voyages longue distance. Le Japan Rail Pass, c'est quelque chose qui est uniquement valable pour les touristes qui ne vivent pas au Japon. Je suis très jaloux des touristes qui peuvent venir avec le Japan Rail Pass, car les gens comme moi n'ont pas les moyens de l'acheter. Pourquoi paient-ils un pass qui peut être valable 7, 14 ou 21 jours? Évidemment, chacun a un prix différent. Avec ce pass, ils peuvent voyager gratuitement sur toutes les lignes de Japan Rail, même en train à grande vitesse. Cela leur permet de voyager partout au Japon. Maintenant, le Japan Rail Pass doit être acheté dans votre pays et il vous sera envoyé par FedEx à votre domicile. Si vous n'avez pas pu l'acheter par manque de temps ou autre, vous pouvez toujours l'acheter au Japon. Vous pouvez l'acheter à l'aéroport, mais il coûte environ $30 de plus. Le forfait de 7 jours coûtait environ $300 et $330 si c'était à l'aéroport. Vous pouvez l'acheter directement à l'aéroport. Nous avons déjà dit où changer de l'argent. À l'aéroport, vous pouvez acheter des cartes SIM, louer un pocket Wi-Fi ou le récupérer si réservé en ligne au préalable. Ensuite, pour commencer à voyager, il y a la gare directement à l'aéroport. Au guichet de la compagnie Japan Rail, vous pouvez échanger votre Japan Rail Pass qui vous a été envoyé à votre domicile. Là, vous pouvez l'activer ou dire quand vous voulez l'activer, parce que peut-être que vous avez acheté celui de 7 jours, mais vous voulez commencer à l'utiliser dans 3 jours. Dans 3 jours, vous prendrez le premier train à grande vitesse. Ensuite, vous devrez obtenir la carte Suica disponible sur place. Guichet de Japan Rail, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez aussi l'obtenir dans les distributeurs automatiques des gares qui ont tous une option en anglais, ce qui rend le processus assez intuitif. Le pass Suica est essentiel pour voyager et utiliser les transports publics comme le train et le bus sans aucune autre instruction nécessaire. Et il en existe d'autres, comme par exemple la Pasmo, XK ou ICOCA. Chaque région a sa propre carte, mais aujourd'hui elle fonctionne dans tout le pays. Avant, il y avait des limites régionales, mais aujourd'hui ça n'a plus d'importance. La plus populaire est celle-ci, mais à Tokyo, la Pasmo est aussi très utilisée. Elles sont similaires. Tu peux même l'associer au portefeuille de ton téléphone, comme je le fais moi-même, je peux passer directement avec mon téléphone. C'est bien. On peut aussi recharger le téléphone sur les distributeurs automatiques de billets. Et ça, dans les gares, eh bien, juste là. À la gare, tu peux prendre des trains express ou des trains locaux qui t'emmènent au centre de Tokyo. Parce que l'aéroport de Narita, là où la plupart des gens arrivent, ce n'est pas Tokyo. Le problème est que sans mentionner Tokyo dans le nom, personne n'achètera de billets pour ce lieu. Mais arriver à l'aéroport de Narita, à Shiba, c'est assez courant. Et il y a beaucoup de trains rapides qui vont vers le centre de Tokyo, parce que normalement Haneda, qui est bien dans Tokyo, les vols sont beaucoup plus chers. Maintenant, quelques informations pour que tu te sentes en sécurité. Le Japon est l'un des pays les plus sûrs du monde, donc tu peux venir et te sentir dans un pays sûr. Tu le réaliseras le moment venu. Passons maintenant à la question de la langue. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas la première personne à arriver dans le pays sans même savoir dire merci. Ici, les gens savent qu'il y a beaucoup de touristes qui ne parlent pas la langue. Et en parlant plus ou moins un peu anglais, mais un anglais à l'indienne, disons. C'est-à-dire, les mots les plus simples, des mots isolés, les Japonais vont plus ou moins te comprendre. Mais garde à l'esprit que la plupart des Japonais ne savent pas parler anglais. Ils sont très peu nombreux à parler anglais, même dans les zones qui reçoivent de beaucoup de touristes. Il y a beaucoup d'endroits où ils ne parlent pas bien l'anglais. Une autre chose, c'est qu'il y a des toilettes partout. Ne t'inquiète pas, tu auras toujours des toilettes à disposition. Le Japon n'est pas un pays au prix abusif pour les touristes. Il faut comparer les prix uniquement pour le collectionnisme, même les Japonais doivent de chercher les prix pour ces articles. Mais pour tout ce qui est achat de vêtements et tout ça, normalement il n'y a pas tant de différence. Ici, nul besoin de chercher ailleurs un meilleur prix. Ce centre commercial est magnifique, point barre. Il y a des choses qui sont très chères, mais de toute façon, elles sont chères partout. Donc, ne te casse pas trop la tête à chercher les prix. Passons à la dernière partie de la vidéo. Quoi? C'est déjà fini? En fait, toutes les autres informations dont tu as besoin, tu vas les gérer avec Google Maps. Google Maps sera l'application la plus importante dont tu auras besoin pour ton voyage au Japon.
Pourquoi? En plus de t'aider à te déplacer et tout, Google Maps a fait un travail splendide ces dernières années. Et en vérité, on n'a plus vraiment besoin d'applications pour explorer le monde sans Google Maps. Dans l'application elle-même, tu peux chercher des endroits où manger, pas besoin de faire des recherches sur Google. Je ne sais pas où trouver un supermarché, un magasin de vêtements ou de technologie dans le coin. Tu mets simplement les mots-clés dans Google Maps, par exemple, magasin d'électroménager dans Google Maps et tu auras des résultats. Pour de meilleurs résultats, mets-les en anglais. Le japonais est encore mieux, mais l'anglais fonctionne bien. Tu devrais bien t'en sortir avec l'application Mets Money Exchange et ça apparaîtra. Résultat, si tu es végétarien ou vegan, tu mets vegan restaurant, végétarien restaurant ou gluten-free restaurant et tu auras beaucoup de résultats. Les Family Restaurants proposent une grande variété de plats occidentaux, idéaux si la cuisine japonaise n'est pas ta préférée. Ramen, la carte affichera des options. Lorsque tu trouves un endroit, les horaires d'ouverture seront indiqués. Le site web, les photos et les avis de l'endroit se trouveront dans les résultats de Google Maps, ainsi que toutes les informations sur les lieux où manger ou acheter. Ah, et des détails pour les endroits où manger. La plupart des restaurants ont des photos dans leur menu, mais pas tous. À l'entrée, tu pourras voir des photos ou des échantillons en plastique des plats servis. Ne t'en fais pas, au Japon, tous les restaurants où tu iras sont sûrs. Aucun plat ne va te rendre malade, au pire, tu pourrais avoir un petit souci parce que ton estomac n'est pas habitué à cette nourriture. Mais ça ne veut pas dire que la qualité est mauvaise, en plus, l'eau est toujours gratuite, parfois on te donne de l'eau, parfois du thé. Et on ne donne pas de pourboire, donc ne t'inquiète pas pour ça, car il n'y a pas de culture du pourboire au Japon. Un autre problème résolu. Eh bien, pour le voir simplement. Par exemple, nous sommes actuellement à Shinjuku et souhaitons nous rendre à Sensoji. Comment y aller? Et là, nous avons l'option en voiture, en transport en commun, à pied, à vélo, transport en commun. Eh bien, ici, on nous donne les options qui nous conviennent pour aller jusque-là. Marcher jusqu'à la gare de Shinjuku, entrer par telle entrée, ça revient presque au même. Mais l'important, c'est qu'il indique à peu près à quelle heure on peut prendre le train. Il va même jusqu'à détailler dans quelle voiture il vaut mieux monter. Dans la 7e et la 10e, pourquoi? Car lors de la correspondance, les escaliers seront près de la sortie. Pour prendre l'autre ligne, ça dépend de la station. Il est parfois crucial de le savoir, car certaines stations comme Shinjuku sont très vastes. À la station d'Asakusa, il faut emprunter la sortie jaune. 3, ce serait le numéro de sortie qui nous amène près du temple que je viens de marquer. De plus, il détaille toutes les stations sur le trajet, le numéro de quai et le type de train, rapide ou local. Pour voyager, Google Maps est vraiment génial. Ça fonctionne très vite, le prix est affiché. Il y a des options pour réduire les correspondances et la marche. Accès fauteuil roulant, coût minimal. Et par exemple, nous sommes ici et ici nous avons le bouton des restaurants qui va nous donner plein d'options. Plus on zoome, plus d'options vont apparaître. Cherchez dans cette zone des cafés, des ramen, des supérettes, c'est-à-dire les 7-Eleven, les magasins de proximité qui sont partout, des supermarchés, des boutiques, et le bouton plus où tu peux trouver plein d'options pour chercher des endroits. Tu vois que sur la carte, il est écrit ville de Tokyo. Bon, tu vois cette rivière qui est ici, et cet espace vert qui est au milieu, le grand espace vert. Bon, vous faites un zoom en vous concentrant là-dessus, et à peu près quand la rivière du haut commence à disparaître. Bon, ceci, c'est la zone principale, la zone la plus centrale de ce qu'est Tokyo. De ce côté, nous avons le quartier de Taito où se trouve Asakusa, qui est l'une des zones les plus abordables et qui sont aussi des zones touristiques. Pourquoi est-ce moins cher ici que dans les autres magasins? Ici passe la ligne Yamanote, qui est une ligne de JR qui fait le tour en cercle et traverse les principaux quartiers. Les zones les plus fréquentées de Tokyo se trouvent à l'intérieur de ce cercle où circule la ligne Yamanote, qui est celle de couleur verte. Par conséquent, les zones idéales pour se loger seraient autour de la ligne Yamanote, là où vous séjournez. Je vais sûrement dire le nom de la station la plus proche et le nom de la ligne, et si c'est la ligne JR Yamanote. Voilà, c'est parfait. Asakusa est légèrement moins cher car il se trouve à l'extérieur de la ligne Yamanote. Maintenant, si on parle des quartiers idéaux, ce serait Shinjuku et Shibuya, parce que ce sont les zones où il y a le plus d'activités. La nuit.
On peut sortir toute la journée, et bien sûr, quand la nuit tombe, quand on retourne à l'hôtel. Disons qu'on peut manger dans le coin et se promener un peu dans le quartier le soir. Ensuite, d'autres quartiers que je recommande vivement pour se loger sont, par exemple, la zone de Ueno, où se trouve la gare de Ueno, ou Akihabara, qui sont dans l'ensemble des zones au prix assez raisonnable. Ensuite, il y a aussi Ikebukuro, qui est également un quartier où il y a beaucoup d'activités le soir. Ici, la nuit, c'est un peu mort. Asakusa aussi, mais la nuit, elle a son charme particulier. Voici donc les meilleurs quartiers pour se loger que je vais afficher à l'écran. N'hésitez pas à faire une capture d'écran pour les conserver. Basez-vous sur cette liste lorsque vous chercherez un hébergement. Maintenant, pour les endroits où aller se promener, pareil, je vais vous mettre à l'écran une liste d'endroits. Je l'ai divisé comme ça. Maintenant, les mots que je mets à l'écran sont des mots que vous devez entrer dans Google Maps et enregistrer. Pour l'enregistrer, l'idéal est de sélectionner un lieu et il y a le bouton « Enregistrer ». Et vous le marquez avec une couleur, par exemple le vert ou le rouge en forme de cœur. Parce que bon, le bleu se mélange beaucoup avec d'autres choses de couleur bleue. Regardez mon Google Maps, il n'y a que des petits points jaunes, verts et roses. Ces lieux que je vais montrer à l'écran. Prenez une capture d'écran et tous ces mots qui sont des noms de gares de train et vous pouvez les enregistrer. Les gares, ils les enregistrent simplement et c'est en gros qu'ils peuvent sortir de la gare et se perdre, pour ainsi dire, d'une certaine manière. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent parcourir le quartier. Maintenant, ce que j'ai mis entre parenthèses avec un X ne sont pas des gares, mais des points spécifiques pour sauvegarder. Parce que parfois, la gare la plus proche n'est pas si proche que ça. Et parfois, il faut marcher quelques mètres. En allant dans la direction opposée, vous ne trouverez pas l'endroit. Les noms marqués d'une croix sont des lieux, les autres sont des gares. Et je l'ai divisé par endroits que l'on peut visiter dès le matin, par exemple des zones de temples et de parcs. On peut y aller 24 heures sur 24, donc si vous vous levez tôt, vous pouvez visiter ces endroits le matin. Ensuite, au milieu, une liste d'endroits qui sont à visiter pendant les horaires commerciaux habituels. Les horaires sûrs où tout sera ouvert sont de midi à 8 heures du soir. Selon les endroits, parfois certains ouvrent à 10 heures du matin, d'autres à midi, et certains ferment à 8 heures du soir, d'autres ferment à 10 ou 11 heures. Et enfin, les zones les plus recommandées la nuit, parce que ce sont des zones de bar et elles ferment. Tous les endroits ouvrent plus tard, donc il est préférable d'y aller le soir. Par exemple, ici à Shinjuku, la nuit, c'est beaucoup plus animé. Ou Koenji, qui est super. Ah, au fait, si quelqu'un a vu ma vidéo sur Koenji, le quartier underground. J'ai un ami qui est spécialisé et qui fait des visites guidées exclusivement du quartier Koenji. Ce sont des visites nocturnes. Je recommande fortement les quartiers de Koenji ou de Shimokitazawa qui sont très agréables. Ce sont des quartiers où quand on sort, comme ce sont toutes des boutiques underground, on ne sait pas où entrer. Mon ami peut vous faire une excellente visite guidée et sans lui, je n'aurais pas fait la vidéo car il connaît vraiment bien le sujet. Vous pouvez le suivre sur Instagram et le contacter par message. Si vous venez avec le JR Pass, c'est le plus recommandé. Des endroits à visiter en dehors de Tokyo? Supposons que mes recommandations portent sur des lieux. C'est basé sur le fait de faire un voyage de 2 semaines, plus ou moins, avec un pass JR de 7 jours minimum. En dehors de Tokyo, les endroits les plus basiques et les plus recommandés sont Kyoto, Osaka et, comme c'est sur le chemin, en faisant un triangle avec Osaka, Nara, qui est bien pour y passer une journée. D'ailleurs, c'est aussi à l'écran à nouveau. Je vais vous donner le nom des endroits que je recommande à l'intérieur de Kyoto, Osaka et Nara, qui est un seul endroit. Les lieux sont très proches entre eux. Disons que ce côté-là, c'est le plus basique de ce que c'est que visiter le Japon. Disons que le nord, c'est plutôt pour ceux qui restent un peu plus longtemps au Japon, disons 1 mois au Japon. Avec un JR Pass de 2 ou 3 semaines, on peut effectivement aller un peu plus au nord, mais restons-en à ce qu'il y a de plus simple pour l'instant. Ensuite, d'autres endroits où vous voudrez peut-être aller, comme Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, et juste à côté, le musée Ghibli. Ce sont des endroits où il faut acheter les billets en ligne, surtout pour le musée Ghibli. Vous devez vous y prendre plusieurs mois à l'avance, car les billets du mois suivant sont mis en vente pendant le mois en cours.
Donc, si c'est pour Ghibli, il faut vraiment s'y prendre très tôt. Si vous allez à Osaka, les Universal Studios sont vraiment bien, surtout la partie Mario, qui est facile d'accès. Il n'y a pas de billet spécifique pour Nintendo World, mais il faut prendre le Fast Pass du parc, c'est-à-dire c'est l'entrée générale, mais le prix, et avec ça vous pouvez accéder à la partie Nintendo World. Et ensuite, à Nagoya, il y a le parc Ghibli, qui, comme le musée, doit aussi être réservé à l'avance, en faisant les comptes en arrondissant pour tout le monde. Hébergement disons, 40 $ par jour pendant 14 jours, ça fait environ 560 $. Pour la nourriture, les achats et les frais de déplacement. Ma recommandation personnelle, c'est de passer un bon moment et de ne manquer de rien, de pouvoir se permettre quelques petits luxes. C'est de calculer 100 $ par jour, donc 1400 si c'est pour 2 semaines, ensuite JR Pass, My Internet. Au total, sans compter uniquement le vol, vous aurez besoin d'environ 2500 $. Si vous ne pouvez pas avoir autant, ça peut être la moitié, soit 700 $ au lieu de 1400. Mais là, bon, il faudra chercher un peu plus de nourriture bon marché, ce qui ne posera aucun problème. J'apprécie la nourriture abordable des magasins de proximité et supérettes, car elle est savoureuse et omniprésente. On peut y manger plutôt bien à toute heure du jour et de la nuit. Maintenant, dans la description de la vidéo, je vais vous laisser des choses à ne pas faire au Japon. Principalement, avant tout, c'est de ne pas faire trop de bruit. Au cas où vous viendriez en groupe. Une autre vidéo qui parle de la restauration rapide au Japon pour que vous ayez une idée de ce que l'on peut manger et à quel prix. Et une vidéo sur des curiosités du Japon qui va aussi vous être utile. Aussi, en gros, vous pouvez voyager au Japon pour 1 ou 2 semaines sans avoir besoin d'engager un guide touristique. En tant que guide touristique, faire cette vidéo va à l'encontre de tes intérêts professionnels. Parce que, tout d'abord, j'ai déjà un travail sur une autre chaîne. Enfin, j'ai expliqué quelle est ma décision pour l'avenir. De plus, mon service est très onéreux. Il en vaut vraiment la peine, je m'en assure toujours, mais c'est un service coûteux. Je sais que beaucoup de mes followers d'Argentine, par exemple, ont du mal à payer le service. Mais c'est essentiellement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour que les gens puissent voyager. Et tout le monde ne peut pas payer un service de guide. Et c'est un pays dans lequel tu peux te déplacer tranquillement si tu sais prêter attention à des vidéos comme celle-ci. Au fait, j'avais dit que la question de la sécurité au Japon concerne tout le pays. Sauf, eh bien, il y a quelques petites exceptions à l'intérieur même du quartier de Shinjuku. Eh bien, toute personne qui vous propose un service dans la rue, n'acceptez pas, ignorez-la, point final. Et c'est tout. C'est tout. À part ça, il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et au connard de ton voisin. Bon, on va aller boire un verre.